si une grande partie de l'œuvre de Voltaire est ruinée, le nom de Voltaire demeure un nom toujours actuel. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, c'est un nom cri de guerre. C'est un nom qui représente quelque chose d'hostile. Hostile à quoi? Cléricalisme? Non, pas au cléricalisme, au christianisme. J'entends bien que Voltaire est quelqu'un qui est un ennemi personnel de la religion chrétienne. Je voudrais vous apporter tout de suite une citation très éclairante. C'est dans une lettre de lui où il parle des protestants et des catholiques, où il dit qu'il s'agisse des christicoles, c'est le mot qu'il emploie, ceux qui aiment le Christ, hein. Christicoles catholiques et christicoles protestants sont tous pétris de la même fange, et ce n'est pas le mot fange qu'il a employé. Alors vous voyez la brutalité de cet homme, et on pourrait penser, vous savez bien ce que je pense moi-même, que je suis un ennemi de Voltaire. Je ne suis pas un ennemi de Voltaire, pourquoi donc? Ben voyez-vous, premièrement, j'ai appris, on m'a dit ça, canoniquement, théologiquement, qu'un homme doit toujours suivre sa conscience, même invinciblement erronée. Eh bien, comme Voltaire est un homme qui a la conviction, mais profonde, très sérieuse, que le christianisme est mauvais, que d'une part, le christianisme se repose sur des légendes absolument absurdes, et d'autre part, c'est un assombrissement de la vie humaine, cet homme, le croyant profondément, a bien fait, il a suivi sa conscience en luttant contre l'estimé être un mal pour l'humanité. Deuxièmement, on nous cite des paroles de lui extrêmement violentes, c'est vrai, contre le Christ, où il dit, bon, c'était un gueux, un personnage qui sortait de la plus basse classe, une espèce d'énergumène, probablement du reste le produit d'un adultère. Bon, eh bien, quand il dit cela, ça n'est pas un démoniaque qui considérerait le Christ comme un Dieu et qui pour ça le hait. Non, jamais il n'a eu l'idée que le Christ pouvait avoir quelque divinité que ce soit. Il prend donc une position qu'il a le droit de prendre. J'ajoute une troisième remarque. Je ne me rappelle plus dans quelle lettre il parlait d'un nommé Fromont qui était de l'Académie française. Vous savez, il y a beaucoup d'académiciens qui aujourd'hui sont oubliés. Eh bien, il disait, c'est le plus indifférent des sages. Bon, c'était un sage, c'est un homme dont Voltaire approuvait la pensée, mais indifférent. C'est-à-dire qu'il manquait de feu, qu'il manquait d'élan. C'est pas une chose qu'on peut reprocher à Voltaire de manquer d'élan. Au contraire, c'est un homme qui est en perpétuelle combustion. Eh bien, je dois vous dire, je dois avouer que j'ai à l'égard de ceux qui sont brûlants et qui ont une combustion, une sorte de fraternité inavouable. J'aime que les gens s'engagent. Je me suis engagé contre la pensée de Voltaire, mais je respecte l'élan qu'il a apporté à ce qu'il croyait vrai. J'ai lu beaucoup de choses sur Voltaire et je vois des opinions les plus contradictoires. Je ne sais pas si le nom de Paul Soudet vous dit encore quelque chose. Dans mon enfance, dans mon adolescence plutôt, c'était le critique littéraire du Temps. Vous savez, il avait le feuilleton du Temps que le monde a aujourd'hui remplacé. Et Paul Soudet était un véritable voltairien, très enthousiaste de Voltaire, et il a écrit ceci que je crois avoir retenu par cœur, en parodiant Pascal du reste: joie, joie, rire de joie. Avec Voltaire, on respire, on vit. Il nous a tirés du cachot et ramenés à la lumière. Quand je lis ça, j'aimais ce qu'on pourrait appeler une toux dubitative. Je dis hum. Quand je lis d'autre part que M. Charles Maurras se vantait de relire Candide tous les ans, je dis simplement que ça ne m'étonne pas. Quand je vois en revanche un homme comme Joseph de Maistre, vous savez, le clérical, ultra-clérical Joseph de Maistre, écrire « Voltaire est le dernier des hommes après ceux qu'il admire », je trouve que c'est vite dit. Et quand je lis dans le journal intime de Claudel, qui a été publié il y a quelques années, ceci, pardonnez-moi, je cite Claudel, « L'imbécile et dégoûtant Voltaire, pareil à un grand singe pisseur », je dis que je suis consterné. Quand d'autre part je vois un homme comme Ferdinand Brunetière, dont j'ai déjà parlé, Brunetière est un homme qu'on me faisait révérer quand j'étais étudiant comme un prince de la critique, Ferdinand Brunetière oppose Voltaire et Rousseau en disant, au fond, je préfère de beaucoup Voltaire parce que Rousseau a mis en cause l'ordre social, tandis que Voltaire a respecté la propriété. Alors immédiatement, ça me fait sourire, j'ai compris, pour un homme comme M. Brunetière, qui était un catholique d'ordre, qui aimait l'église romaine dans la mesure où, paraît-il, c'était l'église de l'ordre, on peut se permettre quelques irrévérences à l'égard du christianisme, mais pas d'irrévérence à l'égard de l'argent. Par conséquent, je vois très bien que cette sympathie de M. Brunetière est une sympathie hostile, je veux dire hostile à Jean-Jacques Rousseau. Alors je comprends, vous savez, mais je comprends à fond. Le cher Flaubert, c'est un homme que j'aime beaucoup, qui dans une lettre à sa maîtresse, je crois Louise Collet, lui écrit un jour: « Que l'on dise du bien ou du mal de Voltaire, j'en suis mêmement irrité. » Je comprends très bien qu'on s'exaspère devant des exaltations de Voltaire et qu'on s'exaspère aussi devant des piétinements de Voltaire qui paraissent ridicules. Alors, qu'est-ce que j'essaye de vous dire dans ce long préambule? Ceci. Voltaire présentait pour moi une sorte d'énigme. Je voulais en avoir le cœur net. Alors, pour avoir le cœur net, il n'y a pas d'autre moyen, vous savez, que c'est l'information. Alors, je me suis informé auprès des sources les plus sérieuses. Il y a en histoire littéraire des gens qui sont considérés souvent comme des prolétaires, ce sont les érudits,
Il y a des gens très brillants, je pense encore, je sais pas moi, à Charles Dubos, je pense à Thibaudet, qui avait un grand don littéraire et qui exposait très brillamment des idées. Mais ce qu'il leur manquait à l'un comme à l'autre, que j'ai connu aussi bien Thibaudet que Dubos, c'est l'information. Très souvent, ils affirment des choses qui sont contraires à la vérité, parce qu'ils ne se sont pas informés, et le b.a.-ba, c'est la base de la critique littéraire. Eh bien, je vais vous dire ce qu'il faut lire. Il faut lire un livre, je suis pas même sûr que vous, mes auditeurs, vous connaîtrez le nom que je vais prononcer. Desnoirter, D-E-S, Desnoirter, qui est un homme du 19e siècle, qui a écrit 6 volumes, vous entendez, 6 volumes sur Voltaire, qui aujourd'hui encore, 20e siècle, constitue une Bible. On ne peut pas connaître Voltaire si on n'a pas lu les 6 volumes de Desnoirter. Bon, ça c'est du siècle dernier. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 2 spécialistes de Voltaire. Il y a monsieur René Pommeau, qui par bonheur est toujours vivant, qui je crois est un professeur à la Sorbonne, ou professeur honoraire à la Sorbonne, qui a fait un livre fondamental de quelques 700 pages sur la religion de Voltaire, dont j'aurai l'occasion de vous parler. Et puis surtout quelqu'un qui, hélas, a disparu l'année dernière, qui s'appelait Theodor Westermann. C'était un juif anglais, très grosse fortune, et il avait consacré cette très grosse fortune à la création d'un musée et institut Voltaire qu'il avait payé de ses deniers à Genève. C'est lui qui a créé ce musée et institut Voltaire. En plus, c'est lui qui a fait l'édition de la correspondance de Voltaire, ce qui est très triste parce que les notes sont en anglais, tout de même pour un auteur français, c'est ennuyeux. Il n'y a pas eu moyen, on n'a pas trouvé d'argent en France pour financer cette étude extrêmement remarquable. Enfin, on ne peut pas connaître un peu Voltaire, comme je prétends maintenant un peu le connaître, sans les doubles travaux de Desnoirter d'une part et de Westermann d'autre part. Alors allons-y. Mon exposé va être en 3 parties, et ces 3 parties, si je n'étais pas convenable, mais je suis convenable, je les intitulerai comme suit. Première partie, Voltaire est un salaud. Deuxième partie, Voltaire n'est pas un salaud. Et troisième partie, qui est Voltaire? Et si je puis me permettre l'emploi de ce mot salaud, je vous dirais que ce n'est pas moi qui m'y risque. Je connais 2 écrivains honorables qui ont employé ce mot-là par écrit. C'est d'une part Sartre, vous le savez, dans La Nausée, mais on oublie qu'en 1913, Péguy, dans L'Argent, avait déjà employé le mot de salaud à propos du général Trochu. Alors allons-y, première partie, Voltaire est un salaud, entre guillemets. Oui, sur plusieurs points. Premier point, Voltaire est l'argent. Bon, Voltaire est un homme qui ne part pas de rien, comme Victor Hugo, par exemple, qui est parti très pauvre et qui a fini avec une grosse fortune. Mais si je nomme Victor Hugo, c'est que précisément cette énorme fortune, vraiment énorme, de Victor Hugo, c'est une fortune qui ne doit rien aux facilités d'un certain ordre économique et bancaire qui permet de faire de l'argent avec le travail ou avec l'argent des autres. L'argent que Victor Hugo avait gagné, il l'a gagné, si je puis dire, tout seul, à la force du poignet. Tandis que si Voltaire laisse une fortune colossale, qui serait, paraît-il, m'a-t-on dit, estimée à environ 2 milliards de francs belges actuels, c'est une fortune qu'il a gagnée par des moyens contestables. Premièrement, il ne part pas de rien, son père avait déjà une certaine petite fortune, mais comment a-t-il réalisé l'opération, lui? Premièrement, c'est pas déshonorant, des pensions. À propos de Jean-Jacques, je signale que les encyclopédistes, et Voltaire en particulier, étaient des gens qui tentaient de grappiller des pensions partout, pension française de Louis XV, pension de Frédéric II, pension de Catherine II, pension suédoise, bon, ils adorent les pensions. Deuxièmement, c'est un spéculateur. Et là, j'ai une chose intéressante à vous dire, c'est qu'on raconte assez souvent que si c'est brouillé avec Frédéric II, c'est que, paraît-il, il se serait permis de se moquer en sourdine, mais Frédéric leur aurait appris des poèmes de Frédéric II. Non, il ne s'agit pas de ça. En réalité, Frédéric II s'était aperçu que Voltaire faisait des spéculations absolument interdites, avait racheté des bons, je ne sais pas ce que c'était, des bons saxons, mais qui ne pouvaient être négociables que par des saxons. Il n'avait pas le droit de les acheter et de les revendre comme si c'est pour des saxons. Enfin, il avait fait quelque chose d'irrégulier. Bon, passons encore. Mais alors, la troisième source principale de sa fortune, c'est les fournitures militaires. Vous n'imaginez pas au XVIIIe siècle ce qu'on pouvait gagner sur les fournitures militaires. Je crois que ça s'était un peu atténué, je n'en suis pas sûr. Mais il y avait des procédés très particuliers pour s'enrichir dans les fournitures militaires. Il s'agissait de trucage. On remettait ce qu'on appellerait aujourd'hui une enveloppe, à un commis de la guerre, par exemple, et le commis vous disait, ben oui, j'ai reçu 100 000 paires de chaussures. Je dis n'importe quoi, En réalité, on en allait livrer 10 000. Alors, comme il était payé sur 100 000 paires de chaussures et qu'il en avait fourni que 10 000, il s'enrichissait facilement. Les 3/4 de l'énorme fortune de Voltaire viennent de ces fournitures militaires qui sont des fournitures truquées. Deuxièmement, c'est un homme qui attache beaucoup de prix à cette fortune, et j'ai peur qu'il ressemble à un de ceux dont parlait Jean-Jacques Rousseau, qui disait « Ce sont de ces puissants qui ne seraient plus heureux si les faibles n'étaient pas misérables. » En effet, je puis vous dire, sachant ce que je dis, qu'une des félicités de Voltaire, qu'un des éléments de sa félicité vient de la privation d'autrui. Exemple, quand il écrit à un correspondant,
c'est merveilleux, ma petite villa de Ferney, hein, j'ai un carrosse à l'italienne qui est doublé de soie, j'ai tout ce que l'on peut rêver en fait d'ameublement et de nourriture, de quoi faire crever de jalousie la plupart de mes collègues de l'Académie. L'idée de les faire crever de jalousie est importante. J'aime pas beaucoup ça. Vous voyez qu'il y a chez Voltaire, du côté du comportement de l'argent, quelque chose de gênant. Un homme qui était très voltairien et que j'aimais beaucoup, qui était Gustave Lançon, qui a fait une histoire de la littérature française, qui a été mon maître à la Sorbonne. Lançon, qui est très voltairien, disait Voltaire, du point de vue de l'argent, a un côté sordide. Premier point. Deuxième point, c'est un intrigant et c'est un arriviste extraordinaire. C'est un homme qui ne lésine pas sur les moyens de se pousser. Il est arrivé, par exemple, à écœurer même le roi Louis XV, qui pourtant était féru d'hommage, je vous assure. Mais il allait tellement fort que Louis XV en a été exaspéré et l'a prié de baisser le ton. À un moment où Voltaire est candidat à l'Académie française, il écrit une lettre à un jésuite qui était de l'Académie française. Or, vous savez qu'il n'aimait pas beaucoup les jésuites. Et il dit dans cette lettre, si vous m'aidez à entrer à l'Académie française, je vous assure que votre compagnie n'aura pas à s'en repentir. Voilà une chose encore un peu gênante. Autre chose, il s'agit maintenant de Frédéric II. Il est de chez Madame du Châtelet, il habite dans son château du reste, et à ce moment-là, il désire très vigoureusement être nommé gentilhomme de la cour de Frédéric II et rejoindre la Prusse. Or, ça ne l'empêche pas, à ce moment-là, d'écrire des choses qui sont pénibles. Un ridicule amour n'embrasse pas mon âme, ce n'est pas moi qu'on verra soupirer sottement aux genoux d'une femme. Il écrit ça parce qu'il sait très bien que Frédéric II préfère les grenadiers aux femmes, mais je trouve que c'est particulièrement désagréable qu'il l'écrive au moment où il est entretenu par sa maîtresse, Madame du Châtelet. Bon, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est la prudence de Voltaire. Je me rappelle quand j'ai travaillé sur Lamartine, sur lequel j'ai fait ma thèse, que j'avais retrouvé à la bibliothèque de Mâcon un manuscrit des Girondins de Lamartine de la main de sa femme. Elle l'avait recopié. J'ai publié des textes qui étaient dans ce manuscrit et que finalement Lamartine n'avait pas publié, il y avait renoncé. Il y avait là 5 ou 6 pages incroyables d'enthousiasme sur Voltaire, en disant que c'est un homme qui prenait tous les risques, il s'avançait nu et désarmé en face de la puissance terrible de l'Église. Je salue ce héros. Ben, n'en croyez rien. C'était un homme d'une extraordinaire prudence. Quand il commence à publier, c'est la Régence. Vous savez qu'à la suite du Louis XIV et du vieux Louis XIV, sous l'influence de Madame de Maintenon, il y avait une certaine rigueur de mœurs, au moins d'attitude, tandis qu'avec le Régent, on peut tout dire. Alors vous voyez un Voltaire qui se déchaîne, qui ne prend pas de risque parce qu'il sait qu'il est appuyé par la cour, mais lorsqu'à la Régence succède Louis XV, et le premier Louis XV, bien que ses mœurs fussent contestables, était un homme qui voulait au moins une apparence d'ordre, Voltaire baisse le ton. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il est candidat à plusieurs choses. En avril 45, il veut être historiographe du roi. Un an plus tard, en avril 46, il voudra être académicien. Plus tard, en décembre 46, il voudra être gentilhomme ordinaire du roi. Et comme il ne faut pas déplaire au roi, à ce moment-là, il met une sourdine assez véhémente. D'autre part, on dit toujours Voltaire est un encyclopédiste. Attention, jamais Voltaire n'a donné son nom à l'encyclopédie. Il est dans la coulisse, il les aide beaucoup, il leur dit ce que vous faites est excellent, mais comme l'encyclopédie est menacée par le pouvoir, comme Diderot par exemple a fait l'expérience de la prison, Voltaire ne donnera jamais son nom à l'encyclopédie, précisément pour ne pas courir de risque. Savez-vous que c'est quelqu'un, Voltaire, qui a publié une quantité extraordinaire, énorme, de textes anonymes ou pseudonymes, parce qu'il a peur, parce qu'il ne veut pas courir de risque. Je me rappelle encore ce cher Besterman que j'aimais beaucoup à Genève et qui m'avait montré à Genève un placard où il avait groupé toutes sortes de petits pamphlets du XVIIIe siècle en me disant je mets un point d'interrogation. Il y avait d'ailleurs un point d'interrogation sur le placard, je ne sais pas de qui c'est. Quelquefois le style me fait penser à Voltaire et d'autres fois non. On ne peut pas savoir. Tellement il est prudent. Parce qu'il sait qu'il y a des choses qui pourraient lui coûter très cher si elles étaient signées de lui. Alors je vais vous donner un détail sur l'extraordinaire prudence qu'il apporte à ses publications. Un de ses meilleurs pamphlets anti-religieux, et je dis bien meilleur, vous savez, c'est excellent, c'est très très bien fait, s'appelle le Sermon des 50. C'est peut-être ce qu'il a écrit de mieux au point de vue de la lacrité antichrétienne. Bon. Ce sermon court Paris et même les cercles de province, et Voltaire a 2 nièces, je vous en parlerai d'une autre tout à l'heure, mais ça, il s'agit de l'autre qui s'appelle Madame de Fontaine, l'autre c'est Marie-Louise Denis. Madame de Fontaine s'adresse à son oncle, c'est une lettre intime. Et il lui dit, comme ça, en confidence, mon cher oncle, est-ce que c'est vrai, comme ça tout bas, est-ce que c'est vrai que le sermon des 50 est quelque chose de vous que vous n'avez pas voulu signer? Vous entendez bien, il s'adresse à sa nièce, hein. Et ben, à sa nièce, il va mentir. Et il va dire, je ne sais ce que c'est, que ce sermon des 50 dont vous me parlez.
S'il s'agit de quelque sottise antichrétienne, et qu'un fripon voulut me l'attribuer, j'en appellerai immédiatement au pape, car je n'admets pas la plaisanterie sur ces sujets. Vous voyez à quel point il est capable de mensonge. Dans une lettre à d'Alembert, il a cette formule, frappez et cachez votre main. Il faut que l'infâme c'est l'Église catholique, meure sans savoir qui l'assomme. C'est-à-dire qu'il faut travailler dans l'ombre, d'une manière feutrée. C'est aussi un homme prudent parce qu'il a peur de vengeance immédiate. Tenez ceci. Il y avait 3 frères Pompignan, vous savez, les frères Pompignan. Il y en avait un qui était Lefranc de Pompignan, qui était un poète, un très mauvais poète, c'est vrai. Donc Voltaire le ridiculisait. Il y en avait un autre qui était évêque, donc il était ridiculisé parce qu'il était évêque, mais Voltaire ignorait qu'il y en avait un 3e qui était capitaine de carabiniers. Et ce capitaine de carabiniers a pris très mal le fait que ces 2 frères soient couverts de nasarde par Voltaire, le frère écrivain et le frère évêque, et il fait savoir à Voltaire que s'il continue, il viendra, lui, entre guillemets, lui tirer les oreilles. Et bien, vous savez, Voltaire prend peur, et il appelle au secours Monsieur de Choiseul, le grand patron, et il demande une garde autour de Ferney pour être protégé contre les entreprises de Monsieur de Pompignan. Dans ce domaine de la prudence, il va aller très loin, et d'une manière qui me gêne. Enfin, vous allez en juger. Nous sommes en 1768, et ça va recommencer en 1769. À ce moment-là, le pouvoir civil colle de plus en plus avec le pouvoir ecclésiastique, et on sait, Voltaire le sait, que l'encyclopédie va être de nouveau persécutée et qu'il vaut mieux apparaître aimable à l'égard de l'Église. Alors figurez-vous que Voltaire, pour Pâques 1768, annonce à son trompe, je vais communier dans l'Église que j'ai établie à Ferney. Mais comme ça l'embête en même temps de paraître faire quelque chose de désagréable à l'égard de ses amis de l'encyclopédie, il va leur écrire une lettre que je vais vous citer et qui me serre un peu le cœur, où il dit, il y a des gens qui n'osent pas toucher les araignées, ben moi je les avale. Je trouve ça assez affreux. Et l'évêque Biord, qui était l'évêque d'Annecy, dont dépendait Ferney, va lui écrire une lettre que je ne peux pas ne pas approuver. La mauvaise foi est toujours déshonorante, écrit l'évêque Biord, mais jamais autant que dans un acte qui exclut essentiellement l'artifice et la dissimulation. 4e, au chapitre noir, le chapitre du salaud entre guillemets. C'est un menteur. Un terrible menteur. Monsieur Pommeau, que j'ai nommé tout à l'heure, qui est vraiment voltairien, enfin, qui écrit des choses très chaleureuses pour Voltaire, mais qui est un homme honnête, écrit « Le mensonge lui était naturel. Il ment quand il est en affaires, il ment toutes les fois qu'il a un procès. » Et il apparaît-il une affaire Saurin, que je connaissais mal et dont nous parle monsieur Pommeau lui-même, où il dit que Voltaire est allé jusqu'à détruire des documents et déchirer des pages de registre pour paraître avoir raison alors qu'il avait tort. Autre chose, c'est Voltaire à l'égard de Jeanne d'Arc. Alors, j'ai travaillé sur Jeanne d'Arc, j'ai une espèce de vénération pour cette fille que je ne vois pas du reste sous les traits habituels, mais il me paraît difficilement admissible que Voltaire parle de Jeanne d'Arc comme il l'a fait. Vous savez sans doute que premièrement il avait écrit un poème épique, soi-disant épique, qui s'appelle La Pucelle, où ce que je vais vous dire est très risqué, mais pardonnez-moi, il détestait le mot Jeanne d'Arc, qui la représente faisant l'amour avec un âne, Et dans le dictionnaire philosophique, il va conclure son texte sur Voltaire en disant, au fond, sur Jeanne d'Arc, au fond, ce n'était qu'une malheureuse idiote. En 1907, je crois, le député français socialiste Jean Jaurès va faire une interpellation au sujet d'une affaire Talamas que vous avez parfaitement oublié. C'était un professeur de Paris qui avait des persécutions du côté des parents d'élèves parce qu'il aurait, paraît-il, très mal parlé de Jeanne d'Arc. Il ne croyait pas à ses voix, il l'avait dit. Et je crois que surtout, ce monsieur Talamas se portait tort parce qu'il avait dit, si Jeanne d'Arc avait vécu au temps de la Révolution, elle aurait chanté la Marseillaise, mon Dieu, j'espère bien. Alors, Jaurès disait, je défends monsieur Talamas, qui a le droit de dire ce qu'il dit, et que je ne veux pas confondre, c'est Jaurès qui parle, avec l'ignominieux Voltaire quand il a parlé de la pucelle. Je suis pas fini, et ce que j'ai à dire est encore plus pénible. C'est un homme dangereux. Et Jean-Jacques Rousseau en fera l'expérience. Là, je vais me permettre de développer un peu parce que c'est un sujet peu connu et très dramatique. Quand Jean-Jacques, chassé de France, essaye de trouver refuge à Genève, qui est sa ville natale et qui vient d'honorer en lui dédiant son 2e discours, Voltaire agit immédiatement auprès des gens de Genève, ce qu'on appelait le Petit Conseil, c'était 25, c'était presque tous des banquiers, et leur dit, écoutez, vous n'allez pas recevoir Rousseau, il a beau être genevois, vos affaires financières sont surtout avec la France, vous allez y perdre beaucoup, et M. de Choiseul n'aimera pas ça. Alors le pauvre Jean-Jacques, qui croit pouvoir se réfugier à Genève, se voit interdire sa ville parce que M. de Voltaire, dans l'ombre, il habite là depuis 1855, l'en a empêché. Mais c'est rien au prix de ce que je vais vous raconter maintenant, et qui se passe en décembre 64 et en janvier 65. Pour que vous compreniez bien le comportement de Voltaire, il faut que je vous raconte d'abord une petite anecdote qui semble peu de choses, mais qui est fort importante.
Tout à l'heure, je vous parlais à propos de Madame de Fontaine, de cet écrit très anti-religieux qui s'appelait Le Sermon des 50. Une dame, une Madame de Beaufort, qui était probablement mal renseignée, et qui n'avait pas l'adresse de Jean-Jacques Rousseau, mais qui savait que Voltaire vivait à Genève, cette Madame de Beaufort écrit à M. de Voltaire en lui disant « Je pense que vous avez des rapports de collégialité avec votre collègue Jean-Jacques Rousseau, je me permets de vous envoyer cette lettre que vous voudrez bien transmettre à Jean-Jacques Rousseau. » Voltaire ne transmet pas du tout la lettre, mais envoie en réponse à Madame de Beaufort un exemplaire du Sermon des 50, comme si c'était là la réponse que Jean-Jacques faisait à Madame de Beaufort. Jean-Jacques va apprendre par Madame de Beaufort elle-même qui a trouvé son adresse, qu'elle le remercie avec un peu étonnement d'être l'auteur du Sermon des 50 dont elle dit que ça l'a surpris. Jean-Jacques a trouvé un peu désagréable ce cadeau empoisonné que lui faisait Voltaire, et à ce moment-là, Jean-Jacques était en train, à Motier où il s'était réfugié, d'écrire un long texte important qui s'appelle « Lettres écrites de la montagne ». Qu'est-ce que c'était, ces lettres écrites de la montagne? Bien, Jean-Jacques se vengeait, oui, si vous voulez, se vengeait un peu de ce qu'on lui avait fait à Genève, et faisait une espèce d'histoire, enfin, comme ça, oui, d'une histoire, de l'évolution de la République genevoise, en disant au début c'était une République qu'on pouvait peut-être appeler démocratique, mais qui de moins en moins est devenue démocratique, c'est une oligarchie bancaire, une oligarchie financière, si bien que les Genevois maintenant sont la proie d'un certain nombre de banquiers qui tiennent tout. Le Conseil de Genève n'est qu'un conseil d'administration. Alors comme il était en train d'écrire ça, qui allait évidemment beaucoup déplaire aux dirigeants de Genève, il va ajouter un petit paragraphe pour restituer à Voltaire le fameux cadeau empoisonné que je vous ai dit. Voltaire lit ça. Il en est fou furieux, parce qu'on l'a dénudé, parce qu'on a dit c'est lui l'auteur du Sermon des 50. Et comme il sait d'autre part que les gens du Petit Conseil de Genève sont très effrayés de la propagande de Jean-Jacques Rousseau, ils ont toujours peur de soulèvements plébéiens, ils disent que les rues basses, vous savez, Genève à ce moment-là c'est une petite ville, hein, et puis il y avait comme aujourd'hui ce qu'on appelle le quartier haut, le quartier haut de Sylvastion, qui était le quartier noble, puis en bas il y avait les rues basses. Alors les gens du Petit Conseil, qui siègent en haut naturellement, ont toujours peur d'une agitation dans les rues basses et disent Jean-Jacques est très capable de soulever ces rues basses avec un livre comme celui-là. Alors Voltaire, voulant se venger de Jean-Jacques, d'une part, et d'autre part, depuis longtemps, désirant que Jean-Jacques se taise, étant donné qu'il disait au point de vue religieux, au point de vue politique, des choses que Voltaire détestait. Écoutez-moi bien, Voltaire va essayer de faire tuer, je dis Voltaire va essayer de faire tuer Jean-Jacques par le conseil administratif de Genève. Ça n'aurait pas été la première fois au XVIIIe siècle, il y avait le maître, il y avait Henri Facio, qui était des révolutionnaires ou prétendus tels, qui avait été fusillé par ordre du Petit Conseil, et Voltaire te dit c'est le moment. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un certain nombre de lettres, moi j'en ai vu deux, mais il y en avait probablement d'autres. Une lettre à un imprimeur, qui s'appelle Cramer, et une lettre à un membre du Petit Conseil qui s'appelle Trochin. Et il fait semblant de ne pas parler en son nom. Hein. Il dit, moi je suis pas de la paroisse, hein, comme ça qu'il dit. Mais je n'ai pas de conseil à vous donner, néanmoins on dit. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit, écrit Voltaire, que le Conseil aura trop de prudence et trop de sagesse pour se borner à faire brûler un livre à qui la brûlure ne fait aucun mal, mais qu'il agira avec la dernière sévérité des lois contre un blasphémateur séditieux. Et comme s'il n'était pas encore condamné de ce qu'il a fait là, il va écrire un texte qui s'appelle « Le sentiment des citoyens ». Avec cette prudence extrême qui est la sienne, il va pas le signer. Avec l'habileté littéraire qui est la sienne, il va prendre le style ecclésiastique, comme si le sentiment des citoyens était rédigé par un pasteur, et Jean-Jacques mourra sans savoir que c'est Voltaire qui a écrit le sentiment des citoyens, et on se persuade donc que c'est le pasteur Verne ou le pasteur Vernet qui a écrit ça alors que c'était Voltaire. Dans ce sentiment des citoyens, il y a un portrait abominable de Rousseau où il est dit qu'il se promène avec un costume de saltimbanque. Lorsque j'ai parlé de Jean-Jacques Rousseau, je vous ai dit que portant une sonde dans la vessie, et qui sonde qui aurait été visible derrière sa petite culotte, il mettait une robe d'arménien. Alors ça s'appelle le costume de saltimbanque. Et ce Voltaire, sous les traits d'un pasteur, dit, il a promené à travers les campagnes et les montagnes une malheureuse fille. C'est son ami, c'est Thérèse Levasseur, qui n'est pas une malheureuse fille. Il a fait mourir sa belle-mère, c'est pas vrai. Elle vit à Paris avec une pension que lui fait Jean-Jacques. Et il s'est permis d'attaquer le plus bassement possible la ville qui lui a donné le jour. Conclusion, écoutez bien, on punit capitalement un vil séditieux. Vous avez entendu? Capitalement. Ça veut dire par la peine capitale. Voltaire se dit, les Genevois ont tellement peur de Jean-Jacques que je vais pouvoir me débarrasser de lui par leur entremise. On va le faire arrêter, si possible, l'extradition était concevable entre Neuchâtel et Genève, et comme ça je serai débarrassé du personnage. Alors vous voyez qu'il y a un aspect de Voltaire qui est un aspect redoutable. J'ai pas encore tout à fait fini. Sa doctrine sociale de Voltaire, vous savez, on la connaît peu. Il y a des gens qui disent c'est un précurseur de la Révolution française. Oui, en un certain sens. Je vous dirais sur 2 points, il a préparé la Révolution française. Premièrement, pour la constitution civile du clergé.
Parce que vous savez peut-être que Voltaire n'est pas toujours un ennemi des prêtres. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il est ennemi des prêtres dans les hautes classes, parce que les hautes classes n'ont pas besoin de prêtres, mais il est ami des prêtres dans les basses classes, parce que les prêtres peuvent faire tenir tranquilles les pauvres en leur prêchant à la résignation. Si bien quand l'Assemblée constituante créera la constitution civile du clergé, où les prêtres deviendront, vous le savez bien, des fonctionnaires, où ils seront appointés, ils seront entre les mains de la majorité de la constituante, qui sont tous des bourgeois conservateurs, et Voltaire se dit, s'il avait vécu à ce moment-là, il se dit, ça serait très bien. Savez-vous d'autre part, enfin vous le savez bien, hein, que la constituante va diviser les Français en deux groupes. Alors tout le monde est citoyen maintenant, plus personne n'est sujet, hein, en 1791. Seulement on va distinguer, c'est Sieyès qui a inventé ça, entre citoyen passif et citoyen actif. Citoyen actif, c'est celui qui a droit de vote. Je me demande comment on peut appeler quelqu'un un citoyen passif quand ce citoyen n'a aucun droit de vote. Et comment se fait la discrimination? Bien entendu du point de vue de l'argent, hein. Ceux qui ne payent pas d'impôts, qui ne sont pas assez riches pour payer un petit impôt, ça sera des citoyens passifs, ils n'ont qu'à obéir. Ça, c'est très voltairien. Il faut que vous sachiez que la majorité de la constituante était voltairien, au double point de vue de religion et politique. Alors sur Voltaire, je m'excuse de répéter ça ici, parce que je le dis dans une autre cassette qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Il y a un texte écrasant de Voltaire qui explique nettement quelle est sa position politique et sociale. Ce texte que je connaissais grâce à M. Pommeau, j'en ai cherché la référence et je l'ai trouvé dans le chapitre Chine, la Chine, de l'essai sur les mœurs. C'est un texte tellement extraordinaire que je me permets de le prononcer lentement. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, vous avez entendu, est nourri par lui, et le gouverne. C'est une morale d'entretenu, hein. Il y a une certaine élite, les riches, les nantis, les installés, qui font travailler le grand nombre, enfin les travailleurs, quoi, qui se font nourrir par les travailleurs et qui les gouvernent. Il faut que vous sachiez que c'était ça la pensée de l'encyclopédie. On est très amis du despotisme, pourvu qu'il soit éclairé. Lorsque Diderot, dans l'encyclopédie, va rédiger lui-même le chapitre qui s'appelle « Représentant », le député si vous voulez, il insiste fermement sur ce fait que, selon lui, personne ne peut être représentant du peuple, personne ne peut être député s'il n'est propriétaire. Les pauvres n'ont rien à dire. Il y a uniquement les propriétaires, parce qu'ils ont des intérêts engagés, qui peuvent participer à la gestion nationale. J'ai pas fini, mais presque. Il faut que vous sachiez qu'on nous a dit assez souvent que Voltaire a fait du bien à Ferney. Il y avait des manants qu'il avait là, il s'est arrangé pour que les manants travaillent mieux et gagnent plus d'argent. Attention, c'est du paternalisme nourrissant. Parce qu'effectivement, il s'arrange pour que les manants aient de nouveaux instruments oratoires, il les guide bien, parce que s'ils gagnent davantage, comme il leur impose des dîmes, il sera bien nourri par les paysans. On nous dit aussi, mais il se préoccupait de culture populaire. Il a fait venir tout de même un instituteur à Ferney, qu'il payait. Attention, combien le payait-il? Il le payait 300 livres par an et retenait 180 livres pour son loyer. Par conséquent, c'est un type qui pouvait à peu près mourir de faim. Enfin, la dernière chose. Vous savez, j'ai envie de terminer ce premier chapitre afin qu'on ne puisse pas croire que je suis là pour détruire Voltaire. Il va venir ensuite un côté blanc, après ce côté noir. C'est l'antisémitisme de Voltaire, qu'on dissimule le plus possible. Or, il a écrit sur les Juifs des choses inacceptables. Il a dit, le Juif est un être fait de lâcheté, et qui le conduit aux pires abdications morales. En fait d'abdication morale, hein, il se pose là. Deuxièmement, il dit, les Juifs sont l'ennemi du genre humain, sont les ennemis du genre humain, la juiverie est une nation atroce. Bon, j'ai fini cette sombre première partie, mais la deuxième partie ne ressemble pas à la première. Deuxième partie, titre que je vous le disais en souriant, Voltaire n'est pas un salaud. J'ai trouvé dans ce livre de Pommeau, auquel j'ai déjà fait 2 fois allusion, la phrase que voici, rien de plus facile que d'accabler Voltaire en dissimulant ce qui gêne. J'ai pas du tout envie de l'accabler, j'ai envie de comprendre. Eh bien, la première chose qu'il faut dire et qui est importante, c'est qu'il est un homme qui est capable de bonté et même de tendresse. Il y a un personnage dont le nom vient souvent dans la correspondance et des gens de lesquels je suis pas très renseigné, qui s'appelle Thiriot. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Voltaire a toujours soutenu et défendu ce Thiriot, alors que Thiriot n'a pas toujours été très aimable à son égard. Il ne sait pas se venger. Pour Thiriot, il le soutiendra toujours. Premier point. Deuxième point, on le voit très généreux à l'égard de Marie Corneille. C'est la petite nièce, je crois, de Corneille. Elle est tombée dans une espèce de détresse et il va s'occuper d'elle, il va l'aider. Vous me direz, c'est parce qu'elle s'appelait Corneille que c'était très spectaculaire de l'aider. Bon, alors vous apercevez une fille qu'on lui présente, c'est la fille d'un gentilhomme savoyard qui avait été autrefois dans les Anses et qui n'y est plus, et il l'a connue, on lui en a parlé. Il va pour ainsi dire l'adopter, cette fille. Hein. Il lui constituera une dot, il la mariera très bien, et il la soutiendra toujours. Mais c'est à l'égard de sa famille qu'il faut voir. Premièrement, il a une sœur dont on parle presque jamais, qui est morte jeune, qui s'appelait Catherine, et il va écrire dans une lettre « Mon cœur a toujours été tourné vers elle ». Quand elle disparaît, il y a 3 enfants de cette sœur, il y a un fils et 2 filles.
Il va s'occuper des 3 enfants, attentivement. Figurez-vous que le fils, il va le faire prêtre. Ça arrivera même jusqu'à être chanoine. C'était à ce moment-là un bon métier. Vous savez, ce beau métier de prêtre qui mène à tout, comme dira Stendhal. C'est amusant de penser que le neveu de Voltaire est un prêtre. Les 2 sœurs. L'une s'appelle Madame de Fontaine, et je vous en ai pas. C'était lui qui avait fait le mariage aussi, hein, ce qu'on appelle un beau mariage. Et à propos du serment des 50, mais c'est évidemment Marie-Louise Denis qui est la plus intéressante. Pourquoi donc? Quand elle devient veuve, elle a 44 ans. Elle a 32 ans. Elle a 32 ans. Nous sommes en 44. Lui a 50 ans. Il est tout à fait évident qu'il va devenir amoureux. Je dis bien physiquement amoureux de cette nièce. Alors des gens évidemment haussent des épaules en disant c'est dégoûtant, enfin c'est donc. Vous savez, si on condamne Voltaire parce qu'il est amoureux de sa nièce, il faut aussi condamner Lamartine. Parce que tout le monde sait que Lamartine a été réellement amoureux d'une de ses nièces et qu'il l'aurait épousée mariage blanc avant de mourir. Mais je voudrais appeler votre attention sur le fait suivant. Rien n'est plus facile, vous savez, que de confondre le désir et l'amour. Le sexe n'a pas son pareil pour se faire prendre pour le cœur. Or, Voltaire a aimé cette Marie-Louise avant de la désirer et l'a aimée après avoir cessé de la désirer. Or, il faut que vous sachiez qu'elle n'a pas toujours été bien. Elle se moquait de lui, il le savait probablement en douce, parce que les gens aiment rapporter les méchancetés. Eh bien, il soutiendra, il défendra toujours cette Marie-Louise Denis. Je trouve que c'est à mettre à son actif. Deuxièmement, des toutes petites choses. Je viendrai à des choses plus graves après. Il y a un côté gamin chez lui qui me plaît beaucoup. Il avait une passion des feux d'artifice. Les fusées, par exemple, le mettaient dans une jubilation incroyable. Il aimait aussi, quand il avait des visiteurs, acheter ce que l'on appelait à ce moment-là, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, des espèces de petites cartouches repliées qu'on appelait des crapauds, et il lançait ces crapauds dans les jambes de ses invités pour les voir sauter sur place. Il avait à demeure un jésuite, le père Adam, qui était un peu sourd, très, très gentil, avec lequel il aimait à jouer aux échecs. Et comme il n'aimait pas perdre, et que le père Adam gagnait parfois, au-dessus du jeu d'échecs, Voltaire tendait ses mains, et entre son index et son doigt et son médius replié, il saisissait et tournait le nez du père Adam qui rayait beaucoup. Je vois Voltaire capable de se moquer de lui-même. Par exemple, on a annoncé la venue chez lui du prince de Ligne, qui est un personnage considérable. Alors il se fait faire un extraordinaire habit, il est très vieux à ce moment-là, un habit mordoré. Il y a de grandes manchettes de dentelle qui dissimulent ses mains jaunes et ridées, et il dit dans une lettre, comme ça on a l'air noble. Pas sérieux, pardon, des choses sérieuses. Voltaire est un homme qui n'aime pas que les gens se plaignent en disant tout va mal, et il y répond tout va mal, il faut s'en occuper. Et il va s'occuper de choses. Par exemple quoi? L'affaire Calas, vous savez bien ce que c'est un homme qui avait été accusé d'avoir tué son fils parce que ce fils d'un protestant voulait se faire catholique, et il semble bien que c'était une accusation injuste. Alors Voltaire va se débattre et se battre réellement pour la réhabilitation de ce Calas. Vous me direz qu'il y avait un arrière-plan, hein, et que défendant un homme qui était un protestant, qui était persécuté par les catholiques, il continuait à travailler contre l'infâme, c'est-à-dire l'Église catholique. Alors je veux citer au moins 3 cas où il n'y a pas d'arrière-plan religieux et où Voltaire s'engage pour la justice, pour la vérité. Il y a l'affaire Montbailly, il y a l'affaire des Martins et il y a l'affaire Lally-Tollendal, en particulier Lally-Tollendal. Je vous répète qu'il n'y a là aucun arrière-plan, qu'on ne peut pas soupçonner de défendre quelqu'un pour être offensif à l'égard de l'Église, c'est réellement une question de justice. Et dans l'affaire Lally-Tollendal, quelque chose me touche beaucoup, il s'agit des derniers moments de Voltaire. Voltaire est très vieux, il a passé 80 ans et il a, semble-t-il, un cancer dans la vessie. Aujourd'hui, les cancers dans la vessie, je sais ce que c'est, on peut en mourir sans en souffrir beaucoup. À ce moment-là, il n'y avait pas d'analgésique. Et je vous assure que les 6 derniers mois de la vie de Voltaire, ça a été un enfer. Hein. Il allait mourir. Dans 15 jours, 3 semaines, il va mourir. Hein. Et il est dans ses convulsions et dans ses horribles souffrances. Or, il apprend que ça y est, qu'on a gagné. Que Lally-Tollendal est réhabilité. Eh bien, cet homme qui est dans ce lit de convulsif, enfin son lit de mort, va encore trouver le moyen de dicter à son secrétaire une toute petite lettre, un petit billet au fils de Lally-Tollendal pour dire « je peux mourir tranquille maintenant, nous avons gagné ». Eh bien, ce sont des choses qui comptent. La torture. Vous savez peut-être que Louis XVI va abolir la torture en octobre, je crois, 77. Mais vous savez peut-être pas que Voltaire, depuis des années, luttait pour abolir l'application de la torture dans la justice française. Par conséquent, quand Victor Hugo, en 1878, va participer, malgré les ricanements de la presse conservatrice en France et en particulier de la presse des jésuites, va participer à l'hommage rendu à Voltaire pour le premier centenaire de sa naissance, et quand Victor Hugo va dire ce jour-là à Paris et publiquement Voltaire est un homme qui a travaillé pour le bien public, c'est parfaitement exact. Je voudrais essayer de comprendre d'une manière plus profonde quelle est sa position métaphysique, sa position religieuse. M. Pommeau, que j'ai cité plusieurs fois, est convaincu que Voltaire est réellement un déiste, un homme qui croit en Dieu,
Et même M. Pommeau va aller plus loin, puisqu'il va dire, je l'appellerai un déiste chaleureux. Je me souviens en avoir parlé moi-même quand j'étais étudiant à M. Gustave Lançon, qui me disait, oui, c'était un homme qui avait une sorte de chaleur. Et on apporte 2 textes pour ça. Je ne suis pas chrétien, mais c'est pour t'aimer mieux, dit-il à Dieu, mais c'est pour t'aimer mieux, parce que les chrétiens ne savent pas bien t'aimer. Et puis deuxièmement ceci, ô toi qu'on méconnaît, ô toi que tout annonce, si je me suis trompé, c'est en cherchant ta loi. Mon cœur peut s'égarer, mais il est plein de toi. Voilà évidemment des textes assez frémissants, où on pourrait dire que Voltaire a là en fait un déisme chaleureux. Eh bien, je n'y crois pas. Et je dois vous dire que j'en ai parlé plusieurs fois à Westermann, qui pense comme moi qu'en réalité Voltaire n'était pas un déiste. Voilà ce qu'il faut que vous sachiez bien. Il y a un Voltaire patent et un Voltaire latent. Il y a un Voltaire visible et apparent et il y a un Voltaire occulte. Pourquoi se masque-t-il? Parce qu'il y a un danger physique. À ce moment-là, vous savez que l'Église considérait le pouvoir civil comme son bras séculier, et qu'il y a pas mal de gens qui se sont aperçus du danger qu'il y avait à attaquer l'Église. Alors Voltaire se donne un passeport de déiste, affirme le déisme, pour au moins se protéger sur ce point. D'autre part, quelque chose que M. Pommeau, à mon sens, ne souligne pas assez et que je crois capital. Une des raisons qu'a Voltaire de ne pas faire de propagande athée ouverte, c'est une préoccupation sociale. Je crois vous avoir dit tout à l'heure à propos de Voltaire et de la Révolution française que si Voltaire ne désire pas voir des ecclésiastiques dans les milieux riches, les milieux nantis, l'élite comme on dit, c'est parce que ces gens-là peuvent être bien tranquillement athées sans mettre en cause l'ordre social. Tandis que, à l'égard des gueux, comme dit Voltaire, les gueux, et il est nécessaire qu'il y ait des gueux ignorants, dit-il, pour nourrir les gens de bien. Attention, si on fait une propagande inconsidérée, ça risque d'être très dangereux. Et il écrit, un peuple sans religion sera bientôt un peuple de brigands. C'est pourquoi il est très hostile à d'Holbach. Vous savez, d'Holbach, qui a écrit le système de la nature, en somme, c'est un pré-marxiste. Parce qu'on dit toujours que c'est Marx qui a inventé la formule de la religion et l'opium du peuple. Mais je vais vous citer une phrase que j'ai transcrite là, de d'Holbach, qui est vraiment du pré-Marx. Je cite, c'est d'Holbach. La religion est l'art d'enivrer les hommes pour détourner leur esprit des maux dont les accablent ceux qui les gouvernent. C'est l'idée pré-marxiste. Or, Voltaire aurait très très peur que les gens deviennent athées parce qu'ils n'auront plus de frein. Et alors il y a une phrase inouïe dans une de ses lettres où il dit « Il est fort bon de faire accroire », vous avez entendu, faire accroire, « Il est fort bon de faire accroire aux gens qu'ils ont une âme immortelle et qu'il y a un Dieu vengeur qui punira mes paysans s'ils veulent me voler mon blé. » Par conséquent, la politique de Voltaire, c'est de lui qui se moque complètement des curés, c'est de dire ces gens-là sont encore recrutés par un certain nombre d'imbéciles et il faut surtout leur laisser la possibilité de nous fabriquer des générations d'imbéciles obéissants. Qu'est-ce qu'il pense vraiment? Vous savez, selon les interlocuteurs, il a un double jeu. Par exemple, il a été à la fin de sa vie interviewé par un Anglais, il s'appelait Boswell, qui voyait toutes les personnalités européennes, enfin du continent quoi, et qui est allé le voir Voltaire comme il ira voir Jean-Jacques Rousseau. Boswell lui pose directement la question, avec beaucoup d'imprudence, monsieur de Voltaire, vous croyez à l'âme? Et Voltaire, qui ne sait pas qui est ce monsieur Boswell et qui se méfie en disant il a peut-être des relations dangereuses, se borne à faire un air dubitatif. Vous savez, il n'avait plus de dents à ce moment-là, par conséquent son manteau touchait son nez, et Boswell dit, il a fait une horrible grimace, puis il m'a dit, qui sait? Bon, c'est tout. Il veut pas s'engager dans Boswell. Mais quand il s'agit d'une copine, si je puis dire, comme Madame Dudéfend, alors il y va carrément, et il dit, mais bien entendu que non, que ça n'existe pas là. Regardez d'autre part, à propos de la connaissance intuitive de Dieu, quand il s'agit de nier la révélation de Moïse ou la révélation du Christ, il dit, mais nous n'avons pas besoin de révélation, étant donné qu'à l'intérieur de notre propre cœur, nous avons une voix divine permanente. Mais lorsqu'il s'agit de combattre Jean-Jacques Rousseau, qui précisément insistait sur cette présence en nous de Dieu, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette voix intérieure qui parle si haut dans le cœur des illuminés et qu'aucun honnête homme n'entend? Alors vous voyez qu'il est capable de dire le blanc et le noir selon l'interlocuteur. La tolérance. Il a écrit de très beaux textes, vous savez bien, un traité sur la tolérance qui est de 1763, et d'autres on peut citer un certain nombre d'axiomes et même d'aphorismes qui sont très nobles, parfaitement nobles. Donc, il faut savoir comment il l'appliquait à la tolérance. Déjà, je vous ai raconté tout à l'heure comment il se conduisait à l'égard de Jean-Jacques Rousseau, et on peut dire qu'il n'avait guère de tolérance pour Jean-Jacques, mais il y a pire. Il savait très bien ce que faisaient les troupes prussiennes et les troupes russes, les troupes de Catherine II, dans cette Pologne qui était à ce moment-là divisée par les gros voisins. Il savait très bien qu'il y avait là une persécution, et qu'en particulier, les troupes russes faisaient de la persécution religieuse, parce que la Russie est schismatique. Il s'en félicitait.
Et il écrivait dans une lettre à Frédéric, si j'avais comme vous 100 000 hommes pour la Pologne, je sais bien ce que j'en ferais. Il détestait les Polonais. Prenez le dictionnaire philosophique, prenez l'article polonais. Il parle des Polonais avec un mépris incroyable. Il les appelle des hydrophobes, enfin des rageurs, quoi. Et qui sont atteints, écrit-il, du mal de Palestine. Pour que vous puissiez comprendre le mot, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, pour parler de la vérole, on disait le mal de Venise. Alors les Polonais, ils ont une sorte de mal de Venise, ils ont le mal de la Palestine, c'est-à-dire la vérole chrétienne. Alors quand il s'agit de la tolérance pratique, c'est autre chose. Voyons, ces deux phrases que je vous ai citées tout à l'heure, où on nous dit c'est la preuve que Voltaire est un déiste chaleureux, voulez-vous que je les reprenne? Je ne suis pas chrétien, mais c'est pour t'aimer mieux. Il y a d'abord l'affirmation, je ne suis pas chrétien. Et d'autre part, ô toi qu'on méconnaît, et toi que tout annonce, méconnaît, pas chrétien. Ça veut dire que les deux phrases sont des phrases offensives. Dans ces deux phrases, il y a une attaque contre le christianisme. Un petit jeune homme qui s'appelait M. de Latour est allé voir Voltaire dans les dernières années de sa vie à Ferney. Il me raconte quelque chose qui me paraît intéressant de vous dire. C'est une anecdote, mais je n'aime les anecdotes quand elles sont significatives. Latour dit, j'ai été très bien reçu par Voltaire, qui m'a fait grand plaisir, qui ne me connaissait pas et qui était la gentillesse même, et qui même me dit, lui, ce vieil homme, il me dit, voulez-vous, monsieur de Latour, que demain matin, au lever du jour, nous montions sur une petite colline près de Ferney pour assister à l'apparition du soleil. Latour dit, c'est très émouvant, bien sûr, mes maîtres, etc. Mais non, je me lèverai très tôt, je vais y aller. Et en effet, les voilà qui s'élèvent vraisemblablement tôt et qu'ils montent dans le carrosse et on va au sommet de la colline pour attendre que l'horizon s'embrase et que le soleil apparaît. Et Latour dira, j'ai été bouleversé, vous savez, parce que quand le disque solaire a commencé à apparaître, Voltaire est tombé à genoux devant moi, levant les bras au ciel. Ô grand être, dit-il. Puis il se relève, il époussette ses genoux, puis il dit, ça c'est pour le père. Quant à la mère et le fils, c'est une autre histoire. Alors vous avez vu, mère et fils, autre histoire, c'est tout à fait un autre ton. Ben voyons, quelle est la vérité, à mon sens, sur la pensée métaphysique de Voltaire? Ben la voici. Premièrement, c'est quelqu'un qui a la certitude que l'idée catholique, l'idée chrétienne de la providence est une absurdité. Et vous savez ce qu'il va écrire, c'est le désastre de Lisbonne. C'est un beau sujet. Vous savez peut-être que c'est un jour de Toussaint, qu'il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne, et il dit, Voltaire, si Dieu existait, il n'aurait pas choisi un jour de Toussaint où les églises étaient pleines pour renverser Lisbonne, où toutes sortes de monuments sont écroulés et où 10 000 personnes sont mortes. Donc c'est bien la preuve que la providence n'existe pas. Deuxièmement, dit-il, comment voulez-vous que quand on pense à ce qu'est le monde, un chaos de misère et de forfait, imaginez un Dieu bon au-dessus de ça, mais c'est positivement impensable. La personne humaine. Voltaire s'amusera beaucoup sur notre infimité. Je dis notre infimité. C'est un thème facile. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que la Terre? La Terre, c'est un tout petit globe de boue et de feu dans une immensité cosmique. Et qu'est-ce que c'est que la créature humaine sur la Terre? Mais c'est rien. Il dira puceron, il dira ciron, il cherche les mots les plus petits. Aujourd'hui, il dirait quelque chose comme un atome. Alors, nous sommes bien ridicules, dit-il, nous les hommes, de nous attribuer quelque importance que nous ayons, étant donné que nous sommes des créatures insignifiantes. Qu'est-ce que la personne humaine, dit-il, c'est dans une petite lettre à Madame du Défunt. Il dit, c'est des invisibles marionnettes qui passons très rapidement de Polichinelle l'anti-roi, au néant. C'est vous dire que la créature humaine lui paraît d'aucun intérêt. Le bien et le mal, dit encore Voltaire, c'est purement conventionnel. Que Néron assassine sa mère, écrit-il, cela a aux yeux de l'architecte de l'univers, s'il existe, pas plus d'importance que des moutons dévorés par les loups ou par nous-mêmes. Bien et mal, purement conventionnel. Et il va beaucoup plus loin. Dans un texte en vers, il est vrai, peut-être vous me direz que les vers engagent moins que la prose. Il ose écrire ceci, le plaisir est l'objet, le devoir et le but de tous les êtres raisonnables. Vous avez entendu? Le devoir et le but. Et il souligne, et il dit, je dis bien plaisir et non pas le bonheur. Le bonheur, c'est une idée vague composée de quelques éléments de plaisir. Par conséquent, la philosophie de Voltaire, telle que vous la voyez dans Candide, c'est ceci. Candide représente en effet un monde qui n'est qu'un chaos. Et dans ce monde, il y a des imbéciles et il y a des gens intelligents. Il y a l'enclume et il y a le marteau. Eh bien, que les malins gagnent. Il faut s'arranger pour être du côté du marteau et pas du côté de l'enclume. Et c'est ce qu'il dit. Cultivez votre jardin, mais c'est ce que j'ai fait moi-même. Je vous citais au début une phrase de lui où il se vante de tous les avantages qu'il a à Ferney en disant il y a de quoi faire crever de jalousie mes confrères. C'est là où il dit mais c'est magnifique d'avoir comme moi, grâce à mon argent, tout ce que je peux imaginer en raffinement d'ameublement ou de nourriture et mon fameux petit carrosse doublé de soie avec 3 glaces à l'intérieur. Bibamus et vivamus, buvons et vivons, tandis que les gens s'égorgent. Quand je vois le cher monsieur Pommeau, que je respecte, dire que Voltaire a défendu et vécu la leçon de l'humanisme, j'avoue que je le suis mal et que je comprends bien davantage ce que, le 18 Floréal an 2, Robespierre va dire à la tribune de la Convention. Robespierre avait été fâché, indigné, moins que Marat. Marat avait explosé.
quand l'Assemblée constituante avait décidé de transférer au Panthéon en avril 91 les cendres de Voltaire. Marat, dans son ami du peuple, avait dit « Mais c'est insensé ce qu'on fait, étant donné que si Voltaire vivait aujourd'hui, il serait contre la Révolution. » Mais ce 18 Floréal l'an 2, Robespierre va aller beaucoup plus loin. C'est lui qui va imposer le transfert au Panthéon des cendres de Rousseau, contre Voltaire, et il va dire « Au fond, qu'est-ce que c'est que la philosophie de Voltaire ? » Je vais vous la résumer. C'est une espèce de philosophie pratique, réduisant l'égoïsme en système, qui considère la société comme une guerre de ruse, le succès comme la règle du juste et de l'injuste, le monde comme le patrimoine des fripons adroits. Voilà comment Robespierre, légitimement, résume la philosophie sociale de Voltaire. Ça, c'est la fin de ma deuxième partie, et maintenant, ce qui m'intéresse le plus, qui est ce Voltaire ? Mais vous savez, il y a des choses en lui qui me laissent perplexe. Vous voyez la haine qu'il a portée au christianisme, nous allons y venir, et cependant, dans le siècle de Louis XIV, je sais bien que c'est un écrit de parade un peu, c'est pour ne pas déplaire à la cour, il parle des religieuses, et en particulier des filles riches et qui décident de ne pas profiter de leur état, et de se vouer soit à la prière, soit aux soins des malades. Et il dit, sans doute n'y a-t-il rien de plus beau dans le monde. Est-ce qu'il est sincère ? Oui, je crois qu'il est sincère, parce qu'une madame d'Egmont, dont j'ai parlé à propos de Jean-Jacques Rousseau, le consulte un jour, Voltaire, en lui disant « Je suis désespéré, ma très jolie grande fille, là, veut se faire religieuse. » Monsieur de Voltaire, intervenez, enfin, empêchez ma fille d'être religieuse. Voltaire refuse. Il dit « Écoutez, madame, si votre fille pense que c'est sa vocation, et que là est son bonheur, je n'interviendrai pas. » Il faut que vous sachiez qu'il y a encore autre chose de lui qui m'a troublé, oui, qui m'a laissé perplexe. Je ne sais plus à quel correspondant, il cite une de ses cousines, et il dit « Elle m'écrivit un jour qu'elle aime le Christ plus que sa vie. » Et il met des points de suspension, comme s'il hésitait même à ricaner. Il est perplexe, et il reste perplexe. Il y a des témoignages sur lui aussi qui m'étonnent, mais c'est justement dans la mesure où ils m'étonnent où je dois les garder. Madame de Graffigny, c'était, comment il y aurait une petite journaliste du temps peut-être, écrit ceci après une visite. « Je l'aime, oui, je l'aime. Il est plein de tant de bonnes qualités que c'est pitié de lui voir des faiblesses aussi misérables. » Mais vous avez entendu ? Plein de tant de bonnes qualités. Vous avez une autre femme contestable, je sais bien, qui s'appelle Madame de Genlis, qui a été la maîtresse du futur Louis-Philippe, et qui va dire, au sujet des yeux, du regard de Voltaire, quelque chose qui m'étonne et que justement je dois citer. Dans le regard de Voltaire, un velouté, une douceur inexprimable. C'est pas comme ça que nous le voyons d'habituel. Vous savez la fameuse phrase de Musset sur ce ricanement, ce rire impur de Voltaire. Vous voyez des portraits de lui quand il était jeune. Je vois un portrait de 25 ans, un portrait de 32 ans où il est redressé, fendant, insolent, où il a plutôt un rictus qu'un rire. Mais il est capable d'avoir, paraît-il, un velouté et une douceur inexprimable dans les yeux. Bon, ces deux femmes, vous allez peut-être phallocrate sourire en disant les femmes ça compte pas. Alors je vais vous dire un homme, Moultou. Moultou, c'est un pasteur genevois. Le père est aussi pasteur. Moultou est un garçon d'environ 35 ans, qui a de la curiosité, qui voulait aller voir, il connaissait Rousseau, mais il voulait aller voir l'ennemi Voltaire. Et Moultou va écrire plusieurs lettres à son père. Et dans la seconde lettre à son père, après une longue visite chez Voltaire, qu'il a gardé plusieurs heures, et même peut-être, je me rappelle plus, plusieurs jours, il va employer à l'égard de Voltaire le mot que je trouve le plus inattendu, mais il l'a employé. Et dit à son père, vous n'imaginez pas, mon père, quelle chaleur humaine sort de cet homme. Ben, j'aurais pas cru. Mais il l'a dit. C'est donc probablement vrai. Je parlais des portraits de lui tout à l'heure. Ben, vous savez, il y a deux portraits de lui qui m'étonnent beaucoup. Il y en a un qui a été révélé par monsieur Besterman, car c'est Besterman qui a eu l'audace, je dis bien l'audace, oui, de publier intégralement les lettres de Voltaire à Madame Denis, où il y a des choses que je n'oserais pas vous dire ici. Bon, il a trouvé deux dessins parallèles, où il y a le visage de Voltaire. À ce moment-là, Voltaire, 50 ans, est un peu gras. Nous le voyons toujours très maigre, hein, Voltaire. C'est un peu gras. Il y a Madame Denis à côté qui est ravissante, hein, elle a 32 ans. Mais c'est ce regard de Voltaire qui m'étonne beaucoup, l'attitude de Voltaire. Il est de trois quarts, il regarde de côté, et il a un regard sans bonheur, il a un regard triste. À côté de ça, vous avez plusieurs dessins de ce fameux Hubert ou Hubert, H-U-B-R-T, qui a des quantités de dessins de Voltaire. Il y en a beaucoup qui sont à Leningrad, je crois, au musée de l'Ermitage, et puis il y en a un certain nombre à Genève. Je les ai tous examinés. Il y a 2 ou 3 dessins où Voltaire regarde en haut. Vraisemblablement, il est assis et il parle à quelqu'un qui est debout devant lui. Eh bien, figurez-vous que le mot que je vais employer est aussi surprenant pour moi que chaleur humaine. Dans ce regard du vieux Voltaire qui regarde quelqu'un, passe ce que je pourrais appeler une enfance. Alors j'arrive à ce qui me tient le plus à cœur. Enfin, qu'est-ce qui se passe donc chez cet homme? Pourquoi est-ce que Voltaire a une telle fureur, a une telle passion contre le christianisme? Je vais vous en donner une preuve, par exemple, le président Hénault, qu'il connaissait bien.
lui dit en souriant, Monsieur de Voltaire, écoutez, vous ne pensez pas tout de même que vous êtes capable, vous et quelques-uns de vos amis, d'extirper le christianisme qui existe depuis 2000 ans. Alors Voltaire lui répond sans rire, je vous assure, il n'a pas envie de rire. Et il dit, mais monsieur, pourquoi 6 hommes de mérite qui s'entendent ne réussiraient-ils pas à détruire ce que 12 faquins autrefois ont réussi à construire? Les 12 faquins, c'est les 12 apôtres. Les 6 hommes de mérite, ben vous les connaissez. C'est lui, Voltaire, c'est d'Alembert, c'est Grimm, c'est Diderot, c'est d'Holbach, c'est d'Helvétius. Pourquoi 6 hommes de mérite qui s'entendent ne parviendraient-ils pas à ruiner ce que 12 faquins ont fait autrefois? Il y a une obsession chez lui, il y a une obsession du christianisme que Madame lui défend, le raille, dans une lettre du 9 décembre 74, enfin 74, et en 74, Voltaire entre dans ses 80 ans. Et Madame du défend qu'il connaît bien, lui dit, vous ne pouvez oublier, perdre le souvenir de ce qui s'est passé il y a 1774 ans, tout vous y ramène. C'est vrai qu'on dirait que Voltaire ne pense qu'à ça. Une haine du Christ et une haine du christianisme. Alors quoi? Il y a des gens qui expliquent ça par ce qu'on appelle un traumatisme d'enfance. On vous explique que Voltaire aurait été élevé par les jansénistes et que les jansénistes lui ont paru tellement affreux qu'il a parti en guerre contre. C'est archi faux. Premièrement, c'est savoir que Voltaire n'a pas du tout, il faut le savoir, que Voltaire n'a nullement été élevé chez les jansénistes. Il avait un frère, oui, qui a été élevé chez les jansénistes, mais lui a été mis chez les jésuites. Et vous savez bien, par Pascal et par d'autres, que les jésuites, à la fin du XVIIIe siècle, étaient infiniment tolérants. Du reste, Voltaire va garder amitié avec 2 de ses anciens maîtres. Donc c'est pas vrai, l'explication dans le jansénisme ne tient pas. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, parce qu'on n'en parle presque jamais, c'est qu'il y a un premier Voltaire, qui ne s'appelait pas encore Voltaire, qui s'appelait François-Marie Arouet, et qui n'a pas encore perdu ni son nom, ni ses prénoms, un être en qui rien n'annonçait celui qui va le supplanter. Quelle preuve en ai-je? Eh bien, 2 preuves. Premièrement, il a 18-19 ans lorsqu'il veut épouser une petite personne que son père n'approuve pas. Parce que la mère de cette petite personne a mauvaise réputation et parce que cette petite personne n'a pas d'argent. Le père Arouet, le notaire, aurait voulu que son fils fît un beau mariage, il l'avait fait entrer dans la diplomatie et il voudrait qu'il se marie noblement au-dessus de sa condition. Voltaire refuse absolument et il écrit à cette petite Olympe du Noyer qu'il appelait Pimpette, « Notre amour est fondé sur la vertu et durera toute notre vie. » Vous avouerez que c'est peu voltairien, ça, il avait 19 ans. Voltaire, le premier texte qu'on connaît de lui est une espèce de discours sur les misères de ce temps. Bon, c'est à la fin du règne de Louis XIV, je sais bien. Tout ce que Voltaire va louer après, c'est-à-dire la facilité des mœurs, enfin le débrouillardise, ça au contraire, il prend une position rigoriste. Il y a donc ce Voltaire de 18-19 ans qui est amoureux, profondément amoureux, qui parle de vertu, un Voltaire qui n'aime pas la corruption et qui va brusquement changer. Alors c'est là où je risque mon hypothèse, et je dois vous dire que je ne me serais pas permis de risquer cette hypothèse si je n'avais pas pris conseil de M. Westermann, qui était bien plus savant que moi. Westermann m'a répondu, écoutez Guillemin, je ne suis pas sûr que vous ayez raison, mais ça peut se soutenir. Alors allons-y. Il faut expliquer comment Voltaire s'est retourné, voyez, autour de sa 20e année. Il faut d'autre part que vous sachiez que s'il est tellement ennemi du christianisme, c'est que le christianisme est représenté autour de lui par un singulier personnage. Par exemple, il a un parrain qui s'appelle l'abbé de Châteauneuf. Et quand ce jeune Voltaire avait 12 ans, c'est son parrain, l'abbé de Châteauneuf, qui lui a fait lire un récit pornographique, vous entendez, pornographique, qui s'appelait la Moïsiade. C'est un prêtre qui lui fait lire ça. Voltaire connaissait aussi un certain abbé Servien, qui était un homme de la Régence et qui est mort entre les bras d'un danseur de l'opéra. Et Voltaire va écrire, il est impossible de croire au Christ quand on vit parmi ceux qui l'enseignent. Je veux aussi que vous ne perdiez pas de vue qu'en 1658, c'est-à-dire au centre même du XVIIIe siècle, un certain abbé de Caveyrac va écrire un livre sur la Saint-Barthélemy, où il va dire, on n'en a pas tué assez. On aurait dû exterminer tous les protestants. Et puis je veux vous rappeler aussi qu'au XVIIIe siècle, nous sommes au moment de l'affaire du Chevalier de la Barre. Permettez-moi de vous le rappeler en 2 minutes. Ça se passe à Abbeville. Au centre du pont d'Abbeville, il y avait un vieux Christ. Ce Christ a été un jour maltraité, on lui a cassé les jambes, je crois. Et on avait prétendu, le bruit avait couru, que c'était ce Chevalier de la Barre qui, en effet, faisait profession d'un esprit affranchi, et son camarade d'Étalonde, d'Étalonde, qui ont fait cet attentat et ce sacrilège. D'Étalonde, qui est le coupable, s'est enfui tout de suite à Londres. Et de Londres, il dira, je suis invulnérable, c'est moi qui fais ça. Mais comme l'Église veut absolument une victime, on va faire passer en jugement le malheureux Chevalier de la Barre, et comme on ne peut pas l'accuser d'être coupable de ce sacrilège, on va l'accuser, retenez-moi bien, ce que je vais vous dire, c'est vrai. La seule raison qu'on donne pour la condamnation que je vais vous dire, c'est n'avoir pas ôté son chapeau au passage d'un défilé de franciscains. Alors ça lui vaudra quoi? D'être condamné non seulement à mort, mais d'avoir d'abord la langue arrachée.
Vous pensez bien que dans un univers où il y a des choses pareilles, il y avait à se battre, il y avait à se défendre. Donc Voltaire peut se défendre. Oui, mais quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà mon hypothèse. Le Voltaire de 17, 18, 19 ans est un garçon très rangé qui a une grande vénération pour sa mère qu'il avait perdue à 7 ans. Sa mère l'appelait Zozo. Eh bien, si le souvenir de cette Madame Arouet, dont nous ne savons rien, est aujourd'hui un souvenir un peu souillé, c'est la faute de son fils. Parce que c'est Voltaire qui va nous dire, répondant à quelqu'un qui l'avait comparé au Messie, « Ah ben j'en suis, en tout cas, moi j'ai pas une vierge pour mère. Hein. » Et c'est Voltaire qui va dire lui-même, « Mais non, je suis pas le fils de mon père, je suis le fils d'un chansonnier, dont ma mère était la maîtresse. » Pourquoi est-ce que Voltaire va écrire des choses pareilles? Eh bien, je vous propose ceci. Vers 19-20 ans, quand il va avoir sa majorité, cet épouvantable abbé de Châteauneuf, que je nommais tout à l'heure, qui était son parrain, lui a peut-être dit ceci. « Écoute, t'es un grand garçon maintenant, alors il faut que tu saches la vérité. Ta mère, c'était pas quelqu'un de très recommandable. » Vous imaginez le choc que ça peut produire sur un enfant, un grand garçon, qui portait une vénération à l'idée de sa mère. Alors c'est pas vrai. Alors toutes sortes de choses qu'on m'a annoncées, c'est faux. Alors ma mère était, paraît-il, une putain. Jeanne d'Arc probablement aussi était une putain. Est-ce qu'on nous raconte sur le Christ, qui aurait été la plus belle histoire du monde? Tout ça, c'est des mensonges. Alors une espèce d'emportement furieux contre ce qu'il a cru quand il était jeune, et dont il s'est aperçu que c'était faux. Un emportement horrible. Et Voltaire va écrire le monde, ou bien c'est de la crème fouettée, ou bien c'est de l'enduit. Alors fouettons la crème. N'y pensons plus. Ne pensons plus aux choses auxquelles nous avons cru un instant et qui se sont révélées menteuses. Ça n'empêche pas qu'à certains moments, il y a chez Voltaire je ne sais quel trouble et nostalgie. À 49 ans, écoutez-moi bien, à 49 ans, il va écrire ceci qui est tellement inattendu. Ou fuir loin de moi-même. Oui, c'est Voltaire qui a écrit ça. Ou fuir loin de moi-même.